Alors bonjour et bienvenue à ce 15e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On vous rappelle, le podcast Bistro Brain, c'est une manière de donner une nouvelle tribune à nos présentateurs ou à des étudiants-chercheurs qui veulent se démarquer dans le monde de la communication scientifique ou tout simplement qui sont très passionnés et on veut leur laisser partager ses intérêts. Je me présente, je m'appelle Alexis, je suis co-animateur, je suis accompagné aujourd'hui de Charlie à ma droite. Hello tout le monde. Jules à ma gauche. Salut, salut. Et Maxime Lemire devant moi. Bonjour. Qui va être notre invité pour l'entrevue avec Charlie. On fait un petit retour également pour nos derniers événements à Bistro Brain. On a eu notre 5e anniversaire le 9 mars dernier à Sherbrooke, au Bac-et-Bière, pour le 5 à 7 lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui. Et en tout, avec la diffusion en ligne, on a eu 103 personnes. C'est notre record d'achandage cette année. Merci. On avait beaucoup de commanditaires. On les remercie d'ailleurs encore. Fonds de recherche Québec, Faculté de médecine, sciences de la santé. Et également un raccourci. Et on avait aussi une collaboration avec la Flèche, l'Association générale étudiante de la Faculté de lettres et sciences humaines. Donc, il nous a permis de faire l'événement de manière gratuite et aussi d'offrir des consommations à nos participants. On a également eu le 16 mars notre 6 à 8 à Montréal, diversité culturelle au Ciboire Saint-Laurent, en collaboration avec le FRESC, le Forum de la relève étudiante en santé du Québec, avec 47 personnes. Le 23 mars, on a une formation sur la rédaction d'articles scientifiques vulgarisés avec Juliette Sévigny de Science 1, qui a accueilli 75 personnes en ligne avec notre responsable formateur Gabriel Aubu. Et le 6 avril, on n'y était pas encore comme on enregistre aujourd'hui le 30 mars. Notre 5 à 7 Espace Sciences et Fiction au Bac-et-Bière en collaboration avec le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Donc, on vous invite à le regarder en rediffusion. On aimerait se projeter dans le temps et déjà avoir des commentaires à vous donner, mais malheureusement, la science n'est pas déjà à ce point. Et également, en dernier, le 13 avril, vous avez eu le 5 à 7 Environnement au Bac-et-Bière en collaboration avec le Rexus, Association des étudiants de cycle supérieur en sciences de l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, on a une chronique sur la chenille et le virus avec Julie et une entrevue avec Maxime Lemire, qui est étudiant sur les fonctions religieuses des figures d'horreur dans les contes surnaturels canadiens français du 19e siècle. Donc, je te laisse la parole maintenant. À toi la parole, Julie. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, pour notre chronique, on va parler un peu de parasitologie et ici, a fortiori, de l'infection d'un virus dans une chenille. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà un petit peu au courant ou si vous vous intéressez un peu aux insectes, mais il existe plusieurs insectes et a fortiori d'autres animaux qui sont infectés par des parasites ou des virus ou encore par des champignons. Il y a par exemple le cycle de la douve, du mouton et de la fourmi qui donne naissance à la fameuse fourmi zombie qui se fait infecter par la douve, qui est un parasite, et ce parasite va prendre contrôle du système nerveux central de la fourmi qui va monter sur une brindille d'herbe pour se faire manger par le mouton et ensuite le parasite va pouvoir proliférer dans l'estomac du mouton et être excrété dans les fesses, qui seront ensuite mangés par d'autres insectes, d'autres animaux, ce qui participe donc à la prolifération du parasite. Mais aujourd'hui, c'est pas exactement de ça que je vais vous parler, puisqu'il existe donc différents parasites, différents virus. Et le 8 mars dernier, il y a une étude assez intéressante en entomologie qui est sortie, qui a été réalisée par Xiaoming Liu et collaborateurs, qui ont montré une très grande avancée dans la compréhension de la relation entre un certain virus et un certain insecte. Cet insecte, c'est Helicoverpa armigera, qui s'appelle aussi le noctuel de la tomate ou l'armigère. Et notre virus, pour la simplification, je vais simplement parler de baculovirus. Sachez qu'il en existe vraiment de nombreuses différents types de familles. Donc, pour revenir un peu sur notre insecte, que je vais appeler l'armigère pour la suite de la chronique, son cycle de reproduction, dans les meilleures conditions, ça dure environ 30 jours, pour vous donner un petit peu des bases. Donc, ça commence forcément par des œufs qui sont déposés sur des feuilles tendres assez en hauteur, puisque c'est des œufs déposés par des papillons ou des mites dans notre cas. Et ensuite, cet œuf va se développer, donner naissance à une première chenille, puis une seconde, puis une troisième, jusqu'à atteindre en fait 6 formes différentes de chenilles qui en fait récapitulent le cycle de vie de l'insecte. Cette chenille va finalement se transformer en cocon et le cocon va donner une mite. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de virus. Parce que le baculovirus, c'est un virus qui peut s'attraper par ingestion. Donc, en fait, certaines larves vont être infectées par ce virus parce qu'elles vont chercher à se nourrir, en fait, de certains types de feuilles. Et une fois qu'elles vont être injectées, le virus, en fait, il va libérer son contenu à l'intérieur de l'organisme et il va libérer ce qu'on appelle des virions, qui sont des petites particules qui, en fait, contiennent un morceau d'ADN, donc un morceau d'information génétique qui définit vraiment le virus. Et tout ça, ça
ça va finir par rentrer dans certaines cellules, dans certains tissus de la larve, et ça va permettre à cet organisme, au parasite, là, au virus, de se dupliquer, vraiment de continuer sa prolifération tout à l'intérieur de tout l'organisme jusqu'à infecter tous les tissus. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que ces particules-là, elles peuvent mener jusqu'à la mort de l'insecte carrément. Donc, c'est vraiment une infection qui peut être mortelle dans notre cas, puisque tous les tissus vont finir par être infectés. Et ce que l'article a démontré, c'est qu'il y avait également une influence de l'infection virale sur le comportement de l'insecte. Et en fait, cet insecte, donc ici la chenille, va aller dans des endroits où de base, elle n'est pas supposée aller. Est-ce que vous avez peut-être une petite idée d'où est-ce que cette chenille pourrait aller lorsqu'elle est infectée? Moi, je pense que souvent, les insectes zombifiés ils se dirigent vers la hauteur pour être consommés, par exemple, par des oiseaux. Est-ce que je me trompe? Eh bien, la hauteur, tu as tout à fait raison, Alexis, c'est tout à fait ça. C'est un peu similaire, justement, à la douve avec la fourmi. Sauf que pour le cas de l'armigère ici et du baculovirus, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Mais effectivement, la chenille va se retrouver bien plus en hauteur quand elle est infectée que pour ses partenaires non infectés. Donc, en fait, ce qu'ils ont été démontrés, c'est qu'ils ont réalisé plusieurs tests en mettant des larves, des chenilles infectées et non infectées dans des petits tubes de plastique dans lesquels ils ont mis de la lumière en haut, en bas, à droite, à gauche, différents setups d'expérience, et ils ont remarqué justement que les larves infectées allaient plus haut. Et tout ça, ils ont été ensuite un peu plus en détail, et ils ont été regarder qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'organisme, changeait vraiment dans la chenille. Et donc ça, en fait, ils ont été remarqués qu'il y avait des protéines, donc vraiment certaines molécules qui composent le corps, puis qui permettent à tout notre corps de fonctionner. Ils ont remarqué qu'il y en avait qui étaient plus exprimés, donc qui étaient en concentration plus importante dans l'animal lorsqu'il était infecté par rapport à un animal non infecté. Et de façon très intéressante, ces protéines-là sont vraiment reliées à la vision. Donc en fait, l'infection par le baculovirus de la chenille va aller affecter, difficile un peu, là, va aller donc affecter la vision et la captation de la lumière que l'animal fait. Donc en fait, l'insecte a tendance à être beaucoup plus sensible à la lumière, ce qui entraîne justement ce changement de comportement qui va l'amener plus haut dans les airs. Mais comme Alexis l'avait mentionné, on peut supposer que c'est parce que la larve va se faire peut-être manger plus facilement, mais il y a encore beaucoup de choses à étudier à ce niveau-là, et les chercheurs ne sont pas vraiment arrivés à une conclusion sur cet aspect-là. L'hypothèse, par contre, qu'ils ont, c'est qu'eux, ils se disent pas forcément que c'est pour que la larve soit mangée, ou plutôt oui, mais par ses congénères, en fait. Donc, ça participerait au fait que les jeunes larves, qui sont plus en hauteur parce qu'elles sont posées ici par des papillons ou par des mites, vont aller plus proches de leur environnement, et là, elles vont trouver des larves qui sont infectées, et elles vont finir par ingérer le virus, et ce qui va participer ainsi au cycle de vie du virus, finalement, qui va continuer de proliférer. Donc, il reste encore énormément de choses à faire. Puis, la principale question qu'il se pose également, c'est finalement à quoi ça sert et quels sont les mécanismes peut-être un peu plus détaillés qui expliquent que l'infection virale aille jouer sur la perception de la lumière. J'espère pouvoir vous en parler plus dans une future chronique si on a des détails. Merci, Julie. Est-ce qu'on avait des questions de la part de Charlie puis de Maxime? Aucun risque pour l'homme d'infection, etc. Hein, c'est vraiment... on parle de scénario zombie. Non, pas particulièrement. En tout cas, pas avec ce virus-ci qui infecte l'armigère. C'est vraiment un virus que nous, on est apte à combattre assez facilement. Oui. Okay. Moi, je me demandais, est-ce que ça fait longtemps, dans le fond, que ces virus zombifiants-là existent? Ça fait vraiment très longtemps. C'est quelque chose qui est connu depuis pas mal l'Antiquité, je te dirais. Surtout pour ce qui est de la douve et de la fourmi zombie, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été remarqué depuis assez longtemps. Il y a d'ailleurs un livre de Bernard Werber, si vous le connaissez, qui est sorti il y a quand même 10 à 15 ans là, à ce propos. Je pense aussi au jeu de Last of Us, qui est un peu inspiré du même concept. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Ces recherches-là ont été motivées parce que ça a un effet sur l'environnement. En fait, ça peut participer à toute une perturbation de la biodiversité, puisque ça fait que en fait, les larves ne vont pas forcément atteindre leur forme finale de papillon. Donc ça peut aller jouer sur la pollinisation, par exemple, ou sur d'autres choses comme ça. Et puis après, dans l'autre sens aussi, je pense que ces infections-là sont aussi là pour réguler, mais là, c'est mon avis plus personnel, mais que ces infections-là peuvent être là justement pour réguler comment est-ce que je pourrais dire la quantité d'insectes en fait présente. Exactement, la population d'insectes, merci Charlie, qui est présente dans une zone donnée. Ouais, c'est une autorégulation en quelque sorte. Un petit peu. De la population. On va dire l'évolution par sélection naturelle. Semi-naturelle. Ouais, merci Julie pour la chronique. On passe maintenant à notre fabuleux jingle.
Et on est de retour pour ce 15e épisode de La Tête à Papineau. On passe maintenant la parole à Charlie pour l'entrevue avec Oui, Maxime merci Lemire. Alexis. Donc tu l'as présenté. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Lemire, étudiant à la maîtrise en sciences religieuses. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs, nos auditrices, nous parler de toi, de ton parcours, etc. Oui, dans le fond, moi, je suis un retour à l'école tardif. Je suis retourné au cégep en 2010. J'ai fait un parcours en arts et lettres, profil lettres. Ensuite, je suis venu à l'Université de Sherbrooke où j'ai fait un baccalauréat en études culturelles, littéraires culturelles. Dans le fond, ce qui m'a emmené vers la science religieuse, c'est que à la fin de mon parcours, je voulais aller à la maîtrise, mais j'avais un diagnostic de dysorthographie pas diagnostiqué, dans le fond. J'avais pas la moyenne pour rentrer à la maîtrise. J'ai commencé à faire des certificats pour monter ma moyenne pendant que j'avais mon diagnostic. J'ai fait un certificat en histoire, puis à la suite, j'ai fait un certificat en sciences religieuses. Et c'est là que les enseignants à la maîtrise en sciences religieuses m'ont recruté pour venir à la maîtrise en sciences religieuses. Puis vu que mon sujet d'études se mariait très bien autant à la science religieuse qu'à la littérature, j'ai juste abordé le sujet d'une base de sciences religieuses vers la littérature au lieu de faire d'une base littéraire vers la science religieuse. Fait que ça s'est fait de soi-même un petit peu dans cette direction-là. Donc, pourquoi tu as choisi vraiment plus cet aspect sciences religieuses? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? C'est le moment un peu lugubre de mon sujet d'études. J'ai une fascination pour la peur dans les médias puis dans la religion. Fait que c'est quelque chose qui m'a intéressé. À la fin du bac en littérature, on fait ce qu'on appelle un programme de lecture. Puis, dans le fond, tu en as un sur la France, puis tu en as un québécois qui est le dernier. Puis, dans mon programme à moi, j'avais fait un travail où j'avais étudié l'évolution de la littérature d'horreur dans la littérature québécoise, dans le fond, des débuts jusqu'à la période moderne. Puis, en étudiant les contes, c'est là que j'ai réalisé que les contes québécois sont en fait conçus comme des récits d'horreur dans leur contexte de création, même si aujourd'hui, on les voit plus comme quelque chose qu'on compte à nos enfants, comme si rien n'était. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai voulu m'intéresser à pourquoi c'est des récits d'horreur. Puis c'est ça qui m'a amené, quand j'ai commencé à étudier la science religieuse, à voir que, dans le fond, les contes québécois sont la continuité d'une idéologie religieuse basée sur la peur qu'il y avait en Europe jusqu'au 18e siècle, mais qui a continué ici. C'est là que mon sujet d'étude s'est comme développé autour de ce sujet-là. Donc, tu nous parles de sujets d'études, projets de recherche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu t'en vas, etc. là-dessus? Parce que dans le fond, c'est le concept de mon sujet d'étude, c'est que en Europe, du 14e au 18e siècle, il y avait ce qu'on appelle la pastorale de la peur. C'est l'historien Jean Delumeau qui a mis ce concept-là de l'avant. Puis c'est l'idée que dans ce contexte-là, on avait les guerres de religion, on avait les épidémies, on avait des disettes. Fait que le monde pouvait mourir un peu n'importe quand. Fait que l'Église, qui ne pouvait pas garantir le salut des gens physiques, pas plus que les instances de gouvernance non plus, on fait, OK, on ne peut pas garantir votre salut, on ne peut pas garantir votre survie, mais on va garantir votre salut en vous donnant une ligne de conduite que vous allez suivre, qui va vous permettre de prendre des actions proactives, ce qui allait faire passer la peur. Parce que dans le fond, tout le monde vivait dans la peur. C'est sûr que c'était une peur sans objet concret, parce que ce qui définit la peur, c'est je me promène dans la rue, je vois un ours, je vais me sauver en courant de l'ours pour combattre mon émotion de peur, mais là, dans le contexte européen, c'était plus de l'anxiété parce qu'il n'y avait pas de source concrète qui pouvait faire des actions. Fait qu'en donnant une ligne d'action concrète, ils ont fait ça, 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 puis vous ne serez pas donné. Fait que vous allez pouvoir garantir votre salut. Fait que ça allait permettre aux gens de recommencer à fonctionner. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en Europe, avec la Révolution française, ça a pris fin, mais nous, ici au Québec, anciennement Canada français, on était séparés par la conquête avant ça, parce que ces idéologies-là, on continuait à exister, surtout que l'Église s'est faite comme le facteur d'unité sociale au Québec au moment de la conquête. Puis je lisais les contes québécois, puis mettons, je vais donner mon exemple préféré, qui est les loups-garous québécois. Un loup-garou québécois, c'est un homme ou une femme qui ne fera pas ses Pâques pendant 7 ans, va devenir un loup-garou. Ça implique que, mettons, Julie, tu es à ta ferme, tu élèves tes enfants, tout va bien, t'aides ton prochain, tu vas à la messe tous les dimanches, mais vu que tu n'as pas pris l'action proactive d'aller te confesser le jour de Pâques pendant 7 ans, tu deviens le loup-garou parce que tu es donné par défaut. Il faut que tu prennes l'action d'aller vers ton salut pour pas être... Effectivement, je l'aurais fait si j'avais eu ce choix. C'est ça. Visage poilu, ça tente pas, Julie? Pas vraiment. C'est ça. C'est ça que je l'ai étudié. C'est ça que j'ai voulu étudier, comment que, dans le fond, ce contexte de l'idéologie de la passerelle de la peur a continué au Canada français, puis comment il a évolué puis changé à travers les contes québécois. Puis c'est un peu là. C'est là-dessus que mon étude se base, dans le fond. Puis est-ce que tu sais vers quoi tu t'en vas? Est-ce que tu as une idée des résultats que tu vas obtenir avec ces recherches-là ou des observations que tu vas faire, etc.? Au stade-ci de ma recherche, je viens tout juste hier de terminer ma section sur le diable. Ce que j'ai pu remarquer, c'est beaucoup de continuité avec l'idéologie qui est en Europe. Et le fait que, mettons, le diable, c'est
Le diable, dans cette idéologie-là, il ne faut pas penser que ce qui agit tout seul, parce qu'il faut vraiment comprendre que dans la pastorale de la peur, Dieu est vraiment puissant et omniprésent. Fait que tout ce qui arrive sous sa permission. Fait que si le diable vient donner les humains, c'est parce que Dieu le laisse faire. Puis là, il est un peu là pour tester l'homme. Dans le fond, les maux qui arrivent à l'humanité, selon cette idéologie-là, c'est la faute des humains aussi. Puis dans le fond, tu le vois avec des récités. La formule du diable la plus commune, c'est le diable au bal. C'est le fait que des gens vont danser du samedi au dimanche soir, du mardi gras au mercredi des cendres, des choses comme ça. Puis le diable va se pointer au bal. Puis la seule personne qui peut vraiment l'arrêter dans ces situations-là, ça va être le curé, qui va se pointer, qui va brandir son chapelet comme une masse d'armes des fois. Okay, chasser le diable. Il y en a juste un qui fait ça, mais ça m'a tellement marqué que ça va toujours rester mon image. Puis ça, c'est une autre utilité chant du diable qui est souvent là pour être vaincu par une instance qui va être montrée comme l'instance dominante dans cette situation-là, qui est l'Église. Tu peux aussi remarquer que dans les contes, il y a aussi la continuité du fait que la femme va avoir deux figures, genre noir et blanche. Ça va être soit ça va être la figure de la femme qui est mauvaise, qui est portée au péché, tout ça, qui va souvent être celle que le diable va être son prédateur dans le bal, ou tu vas avoir la vieille dame sainte, qui, elle, vu qu'elle peut être objet sexuel, elle peut être autre chose qu'un objet de désir. Tu sais. Sauf qu'en même temps, j'ai aussi remarqué qu'il y a un peu une prise de recul de la part des conteurs par le fait que souvent, le procédé littéraire qui est utilisé, c'est que le conteur, mettons... Louis Fréchette va compter le conte, mais il va compter le conte à travers un autre conteur secondaire qui va être Joe Violon, qui lui va compter l'histoire. Fait que dans le fond, l'auteur, qui est l'intellectuel, va lui-même prendre une espèce de pas de recul vers les superstitions du conte pour faire... C'est l'histoire de ce personnage-là, c'est pas mon histoire à moi. Louis Fréchette, c'est l'auteur de quel conte? Il en a écrit énormément. Mettons, dans ce corpus-là, c'est l'auteur de Le Diable des Forges. Mais quand je vais arriver dans les Revenants, j'ai des dizaines de contes de lui. Dans le fond, moi, j'utilise le recueil d'Aurélien Boivin, plus deux recueils de Louis Fréchette, un recueil d'Aurélien Boivin, puis un autre en plus. Pas mal les noms qu'on a oubliés, je pense, avec les années. On a quelques grands conteurs, puis j'ai choisi Aurélien Boivin parce que c'est un spécialiste. Il est incontournable au Québec sur ce sujet-là. Puis il a compilé les meilleurs contes naturels, puis j'en ai comme ajouté d'autres pour parfaire mon corpus après. Là. D'accord. Moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le monde moderne, mettons, dans le monde d'aujourd'hui que tu aurais vu, mettons, par rapport à ces contes? Est-ce qu'ils ont un peu évolué ou est-ce qu'ils sont vraiment restés très comme ils étaient au 18e ou 19e? Tu vois des reprises modernes que j'ai chez moi, c'est la série Les Contes interdits qui prennent des contes de fées, c'est québécois, puis ils refont des versions d'horreur, mais je ne l'ai pas encore relu, mais souvent... C'est que ces contes-là sont rendus ce qu'on appelle des archétypes. Là, ils vont être rapprochés avec des perspectives modernes de façon différente, mais dans notre imaginaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces contes-là, c'est des récits... les contes québécois ont été immortalisés en réaction au rapport Durand, qui était un noble anglais qui s'est pointé et qui a dit les Canadiens français sont un peuple sans culture. Okay. Puis là, nos intellectuels ont fait comme « Ah ouais, OK ». Ils ont créé leur culture, cette base-là. Fait que ces contes-là ont été immortalisés dans le but de créer comme une souche culturelle. Fait que dans l'imaginaire canadien, français, québécois aujourd'hui, c'est des archétypes. Fait que, oui, ils sont réutilisés souvent parce que ça fait partie de notre imaginaire à nous autres. C'est comme nos contes et nos légendes à nous autres, un peu comme, même pas au même niveau, mais dans la même sauce, un peu que les contes et légendes grecques, mettons, pour les Grecs. C'est à peu près. Ah, okay, c'est comme c'est fondateur, nous autres, dans notre identité canadienne, française, québécoise. Merci. Ouais, super intéressant. Puis c'est ce qu'on disait. Puis moi aussi, je te le disais quand on a fait notre pré-entrevue, c'est genre... Pour beaucoup de gens, c'est obscur. Les sciences religieuses, là, moi, quand tu m'as dit ça, j'étais genre, j'ai aucune idée de ce dont tu parles. Puis quand t'en as parlé, j'étais genre, c'est super intéressant. Est-ce que c'est facile pour toi d'en parler autour de toi, puis de communiquer là-dessus, de faire comprendre aux gens ce que tu fais, etc. Mais à part l'inévitable question que toute personne en sciences humaines se poser de « Ah, tu vas faire quoi avec ça? » Généralement, ma façon de vulgariser ça, si vous voulez, c'est que la théologie, parce que dans le fond, la faculté de sciences religieuses, c'est la faculté de théologie qui est réouverte, ou qui est ressuscitée, comme j'aime le dire. Dans le fond, c'est très... c'est que la théologie, c'est une science qui part d'un point de foi vers l'étude de la philosophie, la science, tout ça. Tandis que la science religieuse, c'est que tu pars d'un corps de sciences humaines vers la religion. C'est vraiment l'étude que tu peux étudier la religion. C'est super multidisciplinaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette discipline-là, parce que tu peux faire de la littérature, tu peux faire de la sociologie, tu peux faire de l'histoire, tu peux faire de la psychologie, tu peux faire de la philo. C'est vraiment qu'on part... Tu pars pas d'un milieu nécessairement croyant pour aller vers l'étude des religions. Dans mes cours, j'ai autant des pasteurs africains que j'ai des gens, des athées. Là. Fait que c'est des communautés très diverses qui peuvent travailler en même temps sur une religion commune, on va dire, par exemple. Parce que là, c'était quand même ancré dans le christianisme. Là, j'avais une autre personne à la maîtrise avec moi étudier le judaïsme aussi. Ça permet des ouvertures. Genre, mon directeur, le fabuleux Patrick Snyder, est autant spécialiste de démonologie qu'il est spécialiste de féminisme en religion.
OK. Fait que c'est ça, t'as les études féministes de la religion qui approchent, qui reprennent un peu justement les affaires religieuses sur un œil féministe pour essayer de reprendre, critiquer un peu ce qui se faisait, puis justement ouvrir vers une approche religieuse qui est plus féministe. Parce qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui vont ça dans un point de vue croyant aussi, mais ça ouvre la porte à beaucoup de choses. C'est beaucoup moins centriste que ça l'était avant. Là. Je trouve que ça participe à la modernisation un peu finalement de l'étude religieuse au complet, parce que c'est ça, on amène vraiment des sujets de société actuelle, puis on essaie de réanalyser ce qui se faisait à ce moment-là avec ce prisme-là. C'est vraiment intéressant. Parce que ce que tu disais, c'était beaucoup des religieux qui étudiaient la religion, C'est ça. on va dire avant, puis maintenant on est comme en train d'inverser ça, puis on prend des gens totalement extérieurs à cette religion, puis on va avoir un point de vue qui est plus neutre peut-être, et qui est plus intéressant au final dans notre société moderne, où la religion a moins de place qu'elle l'avait il y a plusieurs centaines d'années. Un des premiers points que j'ai eu dans mon premier cours au certificat, c'était un de mes enseignants, M. Noël, qui disait que l'importance de l'enseignement de la religion, du point de vue des sciences religieuses, c'est de l'enseigner aux jeunes pour permettre de vivre ensemble. Parce qu'on est tellement rendu avec une société multireligieuse qu'en enseignant au petit gars catholique, qu'est-ce que le petit gars musulman, comment que lui perçoit les choses, on va permettre qu'ils se comprennent, qu'il y aura moins de conflits, puis il y aura moins de faciliter le vivre ensemble, comme il disait. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un autre point que j'ai vraiment apprécié dans le milieu des sciences religieuses. On comprend très bien. Écoute, merci beaucoup. Petite dernière question qu'on pose évidemment à tous nos invités. Qu'est-ce que tu penses, aujourd'hui on en a parlé un petit peu, mais de la vulgarisation scientifique, puis de la place qu'elle devrait avoir dans notre société? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle l'est moins? Etc. À la lumière des 2 ans qu'on vient de traverser, je pense que on voit plus que jamais le problème de l'élitisation du savoir, autant que ce soit des sciences qui sont pas expliquées aux gens, fait que les gens comprennent pas ce qui a mené ce qui a permis à la misinformation qu'on l'a vu passer. Puis moi, mettons qui a étudié avant en art, j'ai beaucoup développé un espèce de dégoût pour ce que j'appelle l'art pour les artistes. Le fait que souvent, pour comprendre des arts d'art visuel aujourd'hui, il faut que tu aies un bac en littérature ou un bac en art visuel pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que les gens vont écrire des textes pour d'autres auteurs, ou vont faire de l'art visuel pour d'autres auteurs d'art visuel, puis les gens normaux qui sont pas des initiés comprendront rien, puis vont se sentir un peu rejetés de ça, ce qui permet qui n'est pas inclusif du tout non plus en même temps. Fait que je pense que c'est super important pour ces raisons-là. Puis pour ce qui est de la science, mais c'est aussi permettre aux gens justement de mieux comprendre des concepts effrayants comme la pandémie, tout ça. Je pense que c'est super important. Là. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image du scientifique qui doit partager, mais j'aime beaucoup ce que tu dis avec les artistes qui devraient faire ce travail aussi, parce qu'ils contribuent aussi à la connaissance dans à peu près toutes ces formes là, dont on peut imaginer. Merci beaucoup, Maxime. Super intéressant cette entrevue. Je pense que les gens vont avoir appris beaucoup de choses. Puis, on te remercie. Puis, au plaisir de te revoir. J'avais une question, Maxime. Tu parles de tous tes contes, puis les auteurs, puis les raconteurs. Toi, c'est quoi un conte que tu aimerais recommander, là, que c'est comme un coup de cœur pour toi, puis tu aimerais peut-être transmettre l'idée qu'il y a un message, un sous-texte, peut-être dans ces contes-là, à nos auditeurs, auditrices? Un conte intéressant pour les gens en général. Il y a un message, parce que ça, c'est vraiment des messages de conformité religieuse, fait qu'ils sont plus ou moins... c'est tout, ça n'a pas très bien vieilli quand t'es consulte pour de vrai, mais si j'aurais à consulter un conte qui est incontournable, c'est des contes qui sont fondateurs à notre identité religieuse. C'est sûr que La chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, c'est un incontournable. Je pense qu'il y a même un film qui a été fait là-dessus récemment. Il me semble que ma copie a le poster du film dessus. Je pense que c'est un incontournable. Sinon, je dirais que... je pourrais en suggérer un sinon, c'est un extrait, mais une figure super intéressante qui a des livres qui ont été faits dessus. C'est un extrait du livre Les Anciens Canadiens. Puis c'est la Corriveau. C'est le récit, dans le fond, de Marie-Josée Corriveau, une femme qui a été exécutée puis mise dans une cage à la vue de tout le monde. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'un personnage dans ce roman-là compte l'histoire de son grand-père qui est passé là, puis que la Corriveau l'a attrapé. Puis dans le fond, elle le force à le traîner à l'île d'Orléans, où c'est qu'il y a des sorciers qui dansent. Tu vois vraiment comme une incarnation de tout l'imaginaire surnaturel un peu canadien-français. T'as des lutins géants qui dansent avec des cloches d'église qui tapent avec des trucs. C'est surréaliste, mais c'est vraiment comme... un bel amalgame de toutes les figures surnaturelles. Moi, c'est vraiment ça là, que je suggère. Un bel amalgame de toutes les figures surnaturelles de l'imaginaire canadien-français que tu vois dans ce contexte-là. Là. On est loin des gens qui poussent pour aller à Bicoline, par exemple. Oh non, c'est ça. C'est tout à fait différent. Là. C'est bon, l'imaginaire rencontre le réel. Merci. Je sais pas, Julie, avais-tu une question pour Maxime? Eh bien, je lui ai un peu posé tout à l'heure, savoir si la modernité se mêlait à ses contes. Puis apparemment, oui. Puis c'est très intéressant. D'accord. Merci, Maxime, pour l'entrevue. Et Charlie également pour l'avoir animé.
Donc, c'est ce qui boucle notre 15e épisode de La Tête à Papineau. En guise de conclusion, on vous remercie, vous, notre auditoire, d'être présent à chacun de nos épisodes. Et on remercie aussi notre équipe présente, Julie, Charlie, notre invité Maxime. On vous invite à nos prochains événements à partir du 13 mai, date de publication de l'épisode. Donc, on va avoir le 20 avril, le 6 à 8, Urgence climatique à Montréal, au Ciboire Sonora. Le 24 avril, on a une collaboration avec le groupe MPIC Sirois, avec qui on avait collaboré pour Quoi de neuf Docteur en décembre dernier. Donc, on va faire un café scientifique sur la thématique du cancer du sein à 9h au couvent sur la rue Galt à Sherbrooke. Le 11 mai, on a un 5 à 7, Les Mystères de l'Esprit au Bac-et-Bière. Et le 12 mai, on a notre premier événement en bénéfice de Bistro Brain à la salle du Paris dans l'est de Sherbrooke. Les détails vont être publiés sur Facebook. Donc, si vous voulez participer, encourager la belle mission que la diffusion de savoir scientifique de Bistro Brain, on vous invite à être des nôtres. On aura de la bière du Boc et des saucisses pour notre bedon, on va dire ça comme ça. Donc, on vous invite également à inviter une personne proche de vous, un ami de la famille, à écouter notre podcast et à le partager. On remercie, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.